Agrégé depuis 2 ans, en poste à Paris et inscrit en sociologie. Donc, on connaît plus que moi. Oui, doctorant en sociologie. Donc déjà, j'aimerais mettre quelque chose au clair. La présentation va porter sur porte sur la CP5. Moi, je ne m'intéresse pas à la CP5, mais aux activités de fitness et de musculation. Donc, c'est le support du CP5. Avant de commencer la communication, c'est important de mettre les choses au clair. Et donc, du coup, je travaille en sociologie clinique, donc je me présenterai tout à l'heure, pour justement travailler sur ces activités-là par rapport à la société. C'est dans l'affichage. Donc, j'ai voulu trouver un titre qui fait très latin, je suis désolé. Le homo sportivus, un homo economicus dans les APS. Donc, ça marche, je ne sais pas si vous connaissez les deux, ça marche beaucoup sur les idéaltypes, donc en sociologie. Donc, c'est comme si on passait un peu d'un idéaltype de l'homo sportivus, donc du sportif, à l'homo economicus, donc l'homme économique. Et moi, je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans les activités physiques et sportives, notamment fitness et musculation, j'y reviendrai tout à l'heure. Le sous-titre que j'ai mis, il est un peu provocateur. Prisonnier de la production rentable. Donc ça ne reviendra pas sur la définition de ce que j'appelle moi homme économique. Donc je me présente, doctorant au laboratoire du changement social à Paris 7 en sociologie clinique. J'essaierai de revenir, si j'ai un peu de temps, sur en quoi consiste la sociologie clinique, sous la direction de Vincent de Godjac et de Nicolas Aubert. J'ai été agrégé de PS, j'ai obtenu l'agrégation il y a 12 ans. Et ma thèse va porter sur deux processus sociologiques. Le premier un peu plus déterministe, qui est de montrer la place grandissante en fait, qu'occupe l'homme économique en partant des loisirs productifs. Pareil, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment via des activités physiques et sportives. Et dans un deuxième temps, c'est après avoir montré ça, comprendre finalement comment se construisent ces mécanismes qui font devenir l'homme économique via les pratiques de fitness. Donc, je n'avais pas de fitness, c'est ce qui se passe en club de fitness ou de manière générale aussi dans les parcs, des gens qui courent, tout ça, les pratiques que j'appelle auto-managées. Et cette communication, elle ne va pas parler de la deuxième partie, parce que je suis qu'à ma première année de thèse aussi, et donc je suis beaucoup plus porté sur le premier processus, donc je vais revenir beaucoup sur essayer de montrer en fait comment s'installe cet idéatype de l'homo economicus et expliquer ce que c'est. Donc, qu'est-ce que l'homme économique? L'homme économique, en fait, je vais prendre deux citations que je vais pas citer, ça va être trop long. C'est l'homme en fait qui est rentable en fait, qui fait tout le temps les choses par intérêt, qui rejette un peu ce qui est inutile. Tout ce qui est inutile, il va le rejeter. Donc, c'est ce que je dis, donc, qui se base que sur son utilité, selon ses besoins, et dans la construction d'une vie qu'il perçoit lui-même comme une entreprise. Donc, on reviendra après sur qu'est-ce que peut valoir une entreprise. Donc, ces deux citations de Ben Azariak, c'est un psychanalyste qui a écrit en 2007 L'éloge du conflit, et qui parle justement de capital vie. Donc, finalement, nous sommes rentrés dans des sociétés, donc l'homo economicus, où nos vies sont perçues davantage comme des capitaux, comme un capital à investir. Donc forcément, ce que je dis, c'est pas ça y est, notre vie est un capital, c'est qu'il y a une prégnance de cet idéatype qui s'est mis en place. Donc cet homme économique va rejeter en fait tout ce qui va être inutile et va mettre en œuvre un processus auto-évaluatif pour évaluer les moyens qu'il met en œuvre. Donc c'est l'idéologie de l'utilitarisme. Et si on revient à ce que Carol Seth disait par rapport à... C'est intéressant, il faut faire attention à que... Enfin, c'est pas une éducation physique hygiéniste. Et justement par rapport à ça, c'est vrai que dans la société, il y a un néo-hygiénisme qui est en train de revenir. On s'occupe vraiment de son corps pour sa santé, pour son apparence. Et on sacrifie finalement tout ce qui ne peut pas être utile. Tout doit devenir évaluable et rentable. Et je vais citer, donc ça c'est mon directeur de thèse. Chaque individu doit faire la preuve de sa rentabilité. Elle est devenue l'exigence première pour avoir une place, donc une existence sociale. On va être reconnu comme un individu à part entière, défini positivement, il convient d'être productif et d'intérioriser les valeurs du monde économique. Donc, c'est comme si dans cet idéatype, chaque instant en fait, doit être destiné à une production. Il y a vraiment une angoisse. J'ai fait 2-3 entretiens que je ne vais pas développer ici, on pourra y revenir après par la suite si vous voulez. Il y a vraiment une angoisse du lycée. Il faut être dynamique, il faut toujours avoir la performance. Encore une fois, c'est un idéatype. Et cette angoisse du lycée on viendra après sur le corps, et notamment la notion de gras, qui rend chez l'individu que beaucoup de sociologues sur le corps travaillent, le Breton, Vigario.
Donc on est dans l'idéologie du productivisme. Donc c'est Max Weber en 1901, c'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme qui démontre finalement qu'est-ce qu'une idéologie du productivisme dans la modernité. Et là on est en train de rentrer en fait dans une hypermodernité, c'est la thèse que je soutiens et que je développe. Donc c'est l'idéologie du zéro défaut, faire attention par rapport au corps où j'y reviendrai tout à l'heure, de la performance, de l'excellence. Et l'hypermodernité, en fait, on a parlé de postmodernité à un moment, c'est comme si on passait dans autre part par rapport à la modernité. Et l'hypermodernité, c'est qu'en fait, la modernité s'accélère. Et en fait, tout devient moderne. C'est-à-dire que ça prend sens dans le rapport au temps, à l'espace. Il y a vraiment un déploiement d'une idéologie moderne, donc la maîtrise et le progrès, avec les Lumières, avec l'avènement copernique, de l'industrie, du capitalisme, dans tous les champs individuels et sociaux. Donc voilà, je reviendrai pas sur les loisirs justement, mais j'aimerais montrer, ça va être là peut-être un peu plus compliqué, je me base sur Foucault, donc Michel Foucault, qui parle de la notion de bien pouvoir. Donc comment s'installe en fait cette idéalisme. Et donc, je vais citer, donc ça s'appelle le livre que Foucault, c'est pas un livre, c'est un cours au Collège de France qui est écrit dans les années 70. Dans l'essence de la biopolitique, Michel Foucault a tenté de caractériser, au-delà du pouvoir normatif propre aux sociétés disciplinaires, donc on utilise d'ailleurs souvent en écrivant c'est Surveiller et punir, 1975, ça c'est son premier livre, et après il est parti sur finalement l'émergence d'un nouveau modèle de société, celle de l'homme qui se norme lui-même à travers la gestion de ses intérêts. La base anthropologique de cette société, c'est donc le monde économique. Et ici c'est Deleuze qui va beaucoup plus parler justement sur les sociétés de contrôle. Si la vie des handicapés et autres anormaux est tout entière soumise à la normativité, celle des normaux tend donc à l'être aussi progressivement. Le vieux pouvoir se développe dans la vie normale, à travers un quotidien formaté en termes de projets, de moyens et bien sûr d'évaluation. Et en fait, c'est comme si, avant il y avait une loi, donc on était aliéné par une loi, et maintenant il y a une norme, c'est-à-dire qu'on est assujetti par une norme. C'est ça la notion de vieux pouvoir que Foucault s'est d'expliquer dans ses cours au Collège de France. Et la norme ici, on ne reviendra pas sur la norme corporelle qui rentre en compte, et il y a la norme aussi, c'est des normes qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'on est, on n'est plus, tu dois faire ça parce que si tu ne le fais pas, enfin, on va couper la tête, de manière caricaturale, on n'est pas obligé de faire des choses, quoi. Mais on les fait parce que c'est des normes qui nous imposent, mais qui nous proposent et on est attiré par ça. Donc le vieux pouvoir est un pouvoir subjectivant, assujettissant. Le vieux pouvoir fonctionne pour tous, que ce soit pour n'importe qui. On a tous un peu en nous cet homo economicus. Et alors on passe de la citation cartésienne je pense donc je suis à je produis donc je suis. C'est-à-dire qu'il faut produire pour être en fait. Il faut produire, j'ai regardé tout à l'heure sur les loisirs, il ne suffit plus de penser, il faut agir et produire en conséquence un corps dans les normes attendues. Le vieux pouvoir fonctionne sur la responsabilité et la culpabilité qui en découle. Donc finalement, c'est parce qu'on est responsable de quelque chose, parce qu'il n'y a plus de loi, c'est des normes, qu'on devient aussi coupable. Donc la société hypermoderne se base beaucoup sur la notion de culpabilité, ainsi que l'angoisse, l'écriture de la société. Donc là, je vais revenir justement, donc, je suis parti de la société, je vais aller sur les loisirs productifs, sur les APS et après sur le corps. Donc l'homme économique et les loisirs. Donc que deviennent les loisirs dans ce monde que j'écris là, dans cette idéalité. Vincent de Bojac toujours dit il s'agit de constituer un temps intégralement rentable. La frontière entre le temps de travail et le temps de loisir va devenir de plus en plus poreuse. Ce qui reste de temps libre est de plus en plus dominé par des préoccupations de rentabilité et d'intensité. Le temps libre doit être amorti au mieux, contre le risque de temps mort au pire de désœuvrement, il convient de le rendre productif chaque moment. Donc la question que je me pose, moi c'est la question centrale qui a fait que je suis parti sur une thèse, c'est que deviennent finalement les loisirs, dont la visée initiale était de se dégager de la science politique en dehors du travail. Et que devient l'homo ludens, qui avait défini le sociologue hollandais Huizinga dans les années 30. Il est parti sur une société du jeu. Bon, où est le jeu en fait si on est dans les loisirs collectifs. Donc justement par rapport aux loisirs collectifs, je vais reciter Ben Azayag. C'est comme si les pratiques sociales et individuelles se mettaient à manquer d'un lieu, d'un espace, de dimension qui ne soit pas intoxiquée par l'idéologie collectiviste. C'est comme si l'espace-temps, en fait, ici, était comprimé par le néolibéralisme et toutes les activités sociales et individuelles deviennent économiques. Je vais prendre des exemples. Par exemple, si on prend les notions des vacances. Les vacances maintenant, pas pour tout le monde, pas de manière totalitaire non plus, mais il y a quand même un objectif de rentabiliser les vacances. Il faut que nos vacances soient rentables. Il faut partir à l'étranger, loin, il faut prendre des photos, avoir des résultats. Si je vais en Thaïlande, il faut que je monte sur un éléphant, etc. En fait, on est vraiment sur une question de rentabilité. J'avais fait aussi, aux notions de la fête, j'avais fait un master 2 sur les discothèques, et qui rentrait vraiment, je n'avais pas compris à l'époque pourquoi je travaille là-dessus, et je m'en suis rendu compte cette année. Encore une fois, c'est pareil,
on travaille en fait un capital séduction. Il y a beaucoup de normes et de disciplines dans la discothèque, alors que c'est un lieu, à la base c'est un lieu de loisir réservé à la fête et au désintéressement. On est là pour faire la fête, on quitte un peu le monde du travail économique, et finalement la fête est réinvestie finalement, comme Daniel a dit, intoxiquée. Et par rapport au sport, on peut voir aussi ça. Le sport qui est, je ne dis pas qu'il est à la base, mais qui pourrait être désintéressement, qui pourrait être désœuvrement, qui est vraiment pris dans ces logiques d'utilité et de production. Donc le temps libre devient le temps parfait pour produire et rentabiliser son entreprise vie. Et l'homme économique se nourrit principalement des loisirs. Donc si on vient aux APS, la grande question de cette idéal type, c'est qu'il faut toujours répondre à la question à quoi ça sert. L'homme économique ne fait jamais rien sans avoir commencé à répondre à cette question à quoi ça sert. Donc là, si je prends les APS, faire un 50 mètres de haie, ça sert à quoi? L'escalade, ça sert à quoi? La danse, ça sert à quoi? Le badminton, ça sert à quoi? Faire du fitness ou de la musculation, ça sert à quoi? Bien sûr qu'il y a toujours des finalités, il n'y a aucun souci pour ça, mais c'est vrai que on peut se poser la question, enfin moi en tout cas, de manière scientifique, quand je me pose la question sur ces ça, celle qui rentre le plus dans l'utilité, c'est le fitness et la musculation. Pour moi, c'est vraiment utile. C'est comme si on investit en termes de capital apparence, capital santé, et il faut investir ces capitaux. Et c'est comme si, par exemple, si on fait du badminton, c'est caricatural ce que je dis par rapport à l'idéal type, mais on ne va pas directement travailler la santé. Il va y avoir quelque chose autre part, alors que là, dans les activités de fitness et de musculation, on est vraiment centré sur l'utilité de rentabiliser, d'investir un capital santé apparent. Je prends toujours aussi des images un peu choquantes qui montrent vraiment les choses. Donc, fitness musculation, on pourrait voir ça comme une conception utilitariste du corps comme production. Donc, premièrement, on a capital santé, pour obtenir un corps performant dans la difficile tâche de la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'il faut un corps performant, on demande des choses importantes, on demande plein de choses, faire du sport, partir en vacances, plein de choses, et du coup il faut vraiment avoir ce corps performant pour pouvoir réaliser sa vie, qui sont des injonctions. C'est Alain Reinberg qui travaille beaucoup là-dessus d'ailleurs. Et deuxièmement, d'un capital apparence, pour une image corporelle me donnant une place dans la société concurrentielle. Il faut être le plus près possible de la norme. Pour justement exister, il y a un livre de Nicolas Berg qui s'appelle Être visible pour exister, les tiers-lits de la visibilité. Le but c'est être un maximum visible par rapport à être le plus proche de la norme pour exister. Si je suis en dehors de la norme, je n'existe plus. J'en reviendrai par rapport à ça, par rapport au corps. Et il y a aussi un parallèle entre l'avènement du néolibéralisme dans les années 70-80 et de la naissance du fitness. Donc on parle de la naissance du fitness dans la fin des années 60, mais le développement il est vraiment 70-80 avec Véronique et Badina. Et là je voudrais citer Brome qui a fait un livre en 2001, Le corps analyseur. L'investissement du corps comme capital à valoriser. L'idée de cet investissement est celle de l'épargne corporelle. On thésaurise un capital santé ou un capital jeunesse, on place des valeurs beauté comme on ouvre un crédit bancaire. Et par rapport au corps, il y a Baudrillard, donc Brome n'a rien inventé. Baudrillard qui avait déjà en 1970, dans son livre La société de consolation, qui a un chapitre sur le corps, qui parle justement déjà du capital corporel. Donc l'essentiel, c'est que ce réinvestissement narcissique, orchestré comme mystique de libération et d'accomplissement, est en fait toujours simultanément un investissement de type efficace, concurrentiel, économique. Le corps ainsi est réapproprié et d'emblée en fonction d'objectifs capitalistes. Autrement dit, s'il est investi, c'est pour le faire fructifier. Donc on voit vraiment une centration de l'identité corporelle sur le corps. Là, c'est toute la thèse d'Isabelle Guéral, une philosophe du corps que vous devez connaître, qui a fait justement donc, le corps aujourd'hui en 2008, qui est évidemment cet ouvrage phare où vraiment elle se met presque de manière insidieuse, elle se met contre. Elle ne dit pas le thèse de Le Breton, elle se met vraiment, qui dit que le corps peut disparaître, elle dit vraiment non. On est vraiment sur une centration de l'identité corporelle sur le corps. Et le corps est un lieu visible du travail investi par l'homme économique. Donc, qu'est-ce que le corps chez l'homme économique? C'est un instrument au service de la performance. Il y a aussi la notion de corps gras. Donc, il y a un ouvrage qui vient de paraître, je crois 2013-2012, Le corps en forme. C'est l'Observatoire L'Oréal, avec le Breton, Viverello, les personnages qui travaillent les chercheurs qui travaillent sur le corps, qui ont fait ce livre et qui fait un chapitre sur le corps gras. Et c'est vrai que ce corps gras, finalement, il y a un dégoût du corps gras, qui est dans nos sociétés contemporaines, qui est très fort. Et le corps gras, finalement, va représenter le laisser-aller, la démotivation, l'irresponsabilité, la sortie du marché concurrentiel. On est quand même dans une idéologie capitaliste. Et
Et ce corps gras représente tout ce que le capital ne veut pas avoir. Le capital, il a besoin d'énergie pour s'alimenter. Il a besoin de mouvement, en fait. Et ce corps gras représente l'inertie. Et il y a une véritable angoisse. Donc on parle de culpabilité, on parle aussi d'angoisse. Et j'en reviendrai d'ailleurs tout à l'heure pourquoi je travaille en sociologie clinique, pourquoi j'ai choisi les versions cliniques. Il y a une véritable angoisse du corps gras qui signifie l'exclusion pour l'homme économique investi dans le travail de son corps. Et ce corps gras, c'est vraiment... J'ai une citation de Corbeau, donc dans le livre que je viens de vous parler. Le corps idéal s'allège dans les années 1970 pour signifier une efficacité sociale reposant sur la capacité de se déplacer, sur la rapidité de mobilité. Il faut aller vite, être performant, se débarrasser d'un surpoids, synonyme d'inertie. Voilà ce que peut représenter finalement ce corps. Donc, ça c'est le contexte, c'est le constat que je fais, c'est aussi ce que je vais aller chercher. En fait, j'utilise ça pour créer des hypothèses et pour aller les vérifier ou non, d'ailleurs. Donc j'ai deux objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure. L'objectif 1, c'est voir si cet homme économique est véritablement au cœur des APS, et dans quelle mesure. L'hypothèse que je fais, c'est que les APS, qui valorisent la production du corps, en termes de santé et de beauté, tendent à gagner en importance dans le champ des APS, car elles sont les plus utiles en termes de capital. Et en même temps de cet objectif plus déterministe, j'ai un objectif plus compréhensif, sur une sociologie compréhensive, c'est finalement comprendre les mécanismes de construction de l'homo economicus à travers le corps de cette idéatique dans les APS. Comment ça se construit? Il y a des discours, discours familiaux, discours institutionnels, discours sociaux. Et ces discours, en fait, c'est ça le but pouvoir, en fait. C'est des discours, c'est Foucault qui, enfin c'est pas moi qui, c'est Foucault qui en parle. C'est des discours, en fait, qui se mettent en place et qui règlent des normes, justement. Et le but, c'est de comprendre quels sont les mécanismes de construction. Donc arriver avec les sujets, avec les interviewés, à travailler là-dessus. Et l'hypothèse que je fais, c'est que la construction de l'homme économique est profondément ancrée dans l'histoire de la personne, par un processus de subjectivation et d'intériorisation. Donc les choix épistémologiques et méthodologiques, donc j'utilise l'approche clinique. Donc je base sur, toujours mon directeur de thèse, Vincent de Bergerac, la sociologie clinique est une discipline très jeune, donc qui relie en fait la sociologie et la psychanalyse, qui n'est d'ailleurs pas très bien vue pour l'instant dans le champ sociologique. L'objectif, c'est de déconstruire en fait les mécanismes d'assujettissement liés au biopouvoir. Donc le but, c'est d'arriver à prendre l'individu et d'arriver avec lui, en fait, par co-construction de savoir avec lui, donc par des entretiens cliniques, de déconstruire les mécanismes d'assujettissement. Déconstruire, c'est pas détruire. C'est pas parce que je prends conscience de quelque chose que je vais m'en séparer. C'est ça qui est important à comprendre. Et la méthodologie, donc, elle est beaucoup basée sur Freud. C'est de la clinique, de la psychanalyse, donc c'est être à penser de la psychanalyse. Là où ça était, je dois devenir. Ça, c'est le discours. C'est le discours, c'est-à-dire que je n'aime pas le corps gras. C'est moi qui n'aime pas. Je n'aime pas le corps gras. Mais en fait, ce corps gras, c'est pas toi qui n'aime. Enfin, il y a plein de discours qui sont mis en place de partout qui font que tu n'aimes pas ce corps gras. Et l'important, c'est de savoir d'où ça vient, en fait. Je dois devenir, c'est de savoir d'où ça vient. Pour dire, voilà, en fait, c'est pas forcément moi. Et réapproprier, en fait, le discours. Se réapproprier le discours qui est mis en place. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les entretiens, les récits de vie, pour que le sujet prenne conscience du discours familial, social, institutionnel qui pèse sur lui, pour permettre de déconstruire cette idéologie façonnée de toutes parts par la société néolibérale. L'objectif, c'est pas d'éliminer les symptômes, et c'est ce qu'on voit aussi dans les activités d'efficace musculation. On est aussi, bien sûr qu'il y a de la détente, hein. Je suis en train de montrer un idéatique, hein. Je suis pas en train de décrire ces activités-là. Et on veut vraiment, le but, c'est de comment faire pour perdre du poids, comment faire pour être en bonne santé, comment faire pour avoir un beau corps. Et on ne se pose jamais la question du pourquoi. Et on est vraiment dans un monde dirigé par le comment. Et c'est vrai que le pourquoi, enfin, c'est des précautions à mettre, mais faire attention à préparer le pourquoi. Et voilà, donc je finirai sur des réflexions qui sont les miennes. Vraiment, quelle est la maladie occidentale la plus prégnante? Est-ce que c'est l'obésité, qui vient de la sédentarité? Ou est-ce que c'est le stress? Parce qu'on est quand même dans une société stressée. L'hypermodernité, on est toujours dans plein de choses, on fait tout le temps plein de choses, c'est le culte de l'urgence. C'est le stress de l'idéologie de la réalisation de soi qui entraîne l'individu à travailler sans relâche pour la vie la plus épanouie possible, qui peut aussi stresser. J'ai pas de réponse à ça, mais c'est des questions que j'avais envie de poser. Que doit combattre la science et de quelle façon? Avec le comment et le pourquoi. Et je finirai juste par cette citation de Éloge de la démotivation de Paoli en 2008. Qui se défie du train où vont les choses fait bien de ralentir le pas. Qui doute de l'issue de la fuite en avant est avisé de se détourner des carottes agitées devant son nez. Si le développement capitaliste a pour condition primordiale la motivation de ses agents, il est logique de déduire que pour les adversaires et les victimes de ce développement, la démotivation est une étape nécessaire. Voilà.
Je vous remercie.